Parce qu'il y a des Parce vies, qu'il y a des vies, des avis, des envies, Parce qu'il des y a envies, des vies, des passions, des opinions, des convictions, des des convictions, réflexions, des réflexions, et parce qu'il y a aussi des choix. des voix, des voix, des lois. des lois. Retrouvons-nous au comptoir des dissonances, le podcast des différences Et de la nuance. et de la et de la nuance. nuance. Sans filtre, Au cœur de la crise sanitaire. Numéro 3. Bonjour, je m'appelle Aurore, j'ai 45 ans, je suis chanteuse d'opéra. Je ne souhaite pas dire si je suis vaccinée ou non, car, me semble-t-il, le débat ou le problème ne se situe pas là. La question selon moi est qu'est-ce que cette crise, ce virus, ces QR codes disent de nous, humains, citoyens du monde, oui, citoyens, quoi qu'il. Rien, ni personne ne pourra nous enlever notre humanité, notre citoyenneté. Il serait bien long d'évoquer toutes les situations violentes, absurdes, injustes, tristes que nous avons tous vécues. Merci d'ailleurs à ces personnes, à l'initiative de ce podcast, de nous permettre de nous sentir moins bâillonnés. La liste de toutes ces situations dramatiques est tristement longue. Si je dois choisir là 2 points sur lesquels je souhaite m'exprimer et partager, c'est tout d'abord la question des enfants. Comment avons-nous pu leur faire subir tout cela? Les pointer du doigt, les masquer, les tester, les confiner, les isoler, les couper de leurs amis, de leur école, de leur propre famille. J'ai une amie qui a 2 petites filles. Elle me disait que la plus petite, ayant été cas contact, elle-même cette amie testée positive, les 2 parents vaccinés, la plus grande des filles vaccinée, la petite dernière n'étant pas en âge de l'être. Elle m'expliquait qu'ils prenaient leur repas séparément et qu'ils portaient le masque constamment. Comment avons-nous pu vouloir injecter et injecter un produit donc à des enfants, un produit sur lequel nous n'avons pas encore de recul, et pour une maladie qui ne les concerne pas? La question des enfants a été pour moi le moment du trop-plein, le point de non-retour. L'autre point est la question de l'humain, du citoyen. J'ai réalisé que douter, questionner, réfléchir et surtout décider est du ressort d'une poignée de personnes, les dirigeants. Les autres obéissent et s'exécutent. Donc pour tous les autres, douter, c'est être un paria. Douter mérite d'être mis au banc de la société. Je me suis dit, des QR codes comme droit d'accès à la prison dorée de la démocratie, c'est inenvisageable. Je m'y refuse. C'est inacceptable. Il y a encore des dégâts colossaux suite à cette crise, des dommages humains, économiques, psychologiques, directs et indirects. Il y a heureusement des histoires, des rencontres, des échanges, des vécus qui feront que je ne serai plus jamais la même. J'aurais plus que jamais appris sur moi et sur ce qu'est l'humain dans toute sa complexité, dans toute sa noirceur et dans toute sa beauté. Lucie, 48 ans, je suis psychologue au sein d'une unité sanitaire en milieu pénitentiaire. Donc je suis fonctionnaire au sein d'un hôpital public de santé mentale et je suis détachée à temps plein au sein d'une équipe pluridisciplinaire et mise à disposition de l'administration pénitentiaire. Concernant mon statut vaccinal, je fais le choix de ne pas le donner sur ce témoignage puisque il me semble très important de rappeler la notion de secret médical qui a été largement mise à mal et bafouée depuis 2 ans. On oublie cette notion et je pense que c'est quand même important de rappeler que
que ce soit le vaccin contre le Covid ou tout autre vaccin par exemple, ce sont des données médicales confidentielles qui sont soumises au secret médical. D'où mon choix de ne pas donner mon statut vaccinal. Concernant mon vécu sur cette pandémie depuis 2 ans, eh bien, je dirais que ma pratique professionnelle et ma vie personnelle, évidemment, ont été impactées par toutes les mesures mises en place. La pratique professionnelle en particulier, puisque étant rattachée à l'hôpital public, nous étions, mes collègues et moi-même, soumises chaque semaine, voire parfois plusieurs fois par semaine, aux nouveaux protocoles qui pouvaient tomber et qui pouvaient sortir au gré des décisions gouvernementales. Donc on est passé de l'interdiction du port du masque, qui était totalement inutile, soi-disant, à l'obligation du port du masque, l'obligation de respecter les gestes barrières, l'obligation de respecter la distanciation. Tout cela étant des mesures totalement inapplicables concrètement sur le terrain pour les locaux dans lesquels nous intervenons, puisque nos bureaux sont d'anciennes cellules qui ont été aménagées, ils font 9 mètres carrés et pour certains, il n'est absolument pas possible d'aérer, par exemple, puisque ce sont des sortes de vasistas qui ne s'ouvrent pas. Donc on essaye tant bien que mal de désinfecter le matériel, de désinfecter le mobilier avec tous les produits mis à disposition. Mais rapidement, il y a des choses qui nous ont paru totalement aberrantes et surtout totalement inutiles. Donc on respecte du mieux possible ce qui nous est imposé, mais c'est parfois quand même assez compliqué. Au niveau de la pratique au sein de la prison, évidemment, le Covid a eu aussi des répercussions, en particulier pour les personnes détenues, puisque leur quotidien a été encore plus soumis à des interdictions et à des restrictions, dans un environnement qui est quand même déjà suffisamment coercitif. Eh bien, le Covid a amené encore plus d'interdictions et de restrictions, de limitations au quotidien, en particulier plus aucune activité collective, donc plus de sport, par exemple, que ce soit en extérieur ou à la salle de sport qui leur est réservée, plus d'activités de groupe, plus d'ateliers pour les détenus qui travaillent, et puis une modification des parloirs avec l'installation de parois en plexiglas et l'impossibilité à communiquer correctement avec les visiteurs. Donc c'est quelque chose qui est encore plus pesant pour les personnes détenues. Concernant l'obligation vaccinale des soignants, évidemment, on a senti une pression de plus en plus forte au niveau de notre hiérarchie. Il y avait une incitation au départ et qui rapidement s'est transformée en obligation et en injonction de présenter son statut vaccinal sous réserve d'être suspendu. Donc la pression s'est faite de plus en plus forte. Jusqu'au point où le DRH et le directeur sont allés dans certains services de l'hôpital pour vérifier le statut vaccinal de certains soignants et où on appelait les gens sur leur téléphone portable personnel en leur demandant de façon assez virulente de présenter un document sous réserve d'être suspendu. Donc je n'ai pas fait le choix de la suspension parce que matériellement ce n'était pas possible pour moi. Chargée de famille comme beaucoup de personnes je pense, il y avait des obligations matérielles qui faisaient que c'était absolument impossible de faire le choix de la suspension, même si j'étais extrêmement inquiète sur les injections à titre expérimental, puisque pour moi ce ne sont pas des vaccins mais plutôt des injections expérimentales.
encore en phase expérimentale, avec des autorisations de mise sur le marché conditionnelles. Voilà, donc j'étais très réticente à cette vaccination, mais malheureusement, il a fallu à un moment donné faire le choix de présenter un document pour pouvoir continuer à exercer. Donc ça, c'est assez inédit quand même depuis 23 ans maintenant que je travaille à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on était obligé de présenter un document pour pouvoir continuer à travailler. Et puis, au-delà des réticences que j'avais sur la vaccination, il me semblait impossible pour moi d'arrêter de travailler et de stopper mes fonctions dans un contexte où les détenus avaient encore plus besoin de soutien au quotidien, puisqu'à un moment donné, au plus fort des restrictions, l'équipe de l'unité sanitaire était la seule à intervenir. L'ensemble des intervenants extérieurs, les associations qui interviennent, les visiteurs de prison, les enseignants, plus personne n'intervenait au sein de la prison, plus personne n'avait l'autorisation d'accès au sein de la prison, hormis le personnel de l'équipe sanitaire, infirmières, médecins, psychologues. Nous étions les seuls à pouvoir intervenir et à pouvoir continuer à travailler quotidiennement. Donc évidemment, il n'était pas question d'arrêter mon activité non plus. Je m'appelle Cédric, j'ai 47 ans, je suis musicien et surtout je suis père de 2 enfants. C'est ça qui me semble le plus important. Vacciné, non vacciné, peu importe, je crois qu'on est bien au-delà de ça maintenant. Je prends le temps de participer à ce podcast parce que la période que nous vivons me touche profondément, comme elle affecte des millions d'autres petits cerveaux à 2 pattes. Bon, que vaut ma parole. Voilà, je voulais dire que j'étais très inquiet pour l'avenir de nos enfants. Bon, là, je ne parle pas de virus, hein, bien entendu. Avec ces histoires de tri sélectif, j'ai ressenti vraiment, pour la première fois, un sentiment de honte et de gêne. Pour mon pays, pour moi-même. C'est une période très révélatrice. J'ai été vraiment abasourdi, ou en colère même, de lire, d'entendre, de voir certaines choses. Bien entendu, surtout de la part de personnes en responsabilité qui sont censées prendre de la hauteur, donner de la hauteur au débat. Voilà. Même les personnes de mon entourage que je sais fortes sont à genoux, donc pour moi c'est un marqueur. Il ne faudra rien oublier, il ne faut jamais oublier. Nous vivons dans un monde méprisant, hypocrite, dans lequel le débat démocratique n'existe pas, ou plus, je ne sais pas trop comment formuler ça. Et un monde dans lequel les personnages politiques sont sans vergogne, sans dignité, sans vertu. Voilà, je pense que nous devons dénoncer les choix extrêmement clivants de nos gouvernants, les mensonges, les procédés de communication, entraînant la peur, la censure appliquée, entraînant des formes d'autocensure, les sondages dégradants, le catastrophisme systématique, le pessimisme ambiant, l'ultra-communication encore et toujours, et surtout dans un mode de pensée unique. Voilà. Le raisonnement, quel que soit le sujet, ne peut être simplement binaire. Voilà. Il existe toute une palette de nuances avec lesquelles composer un modèle de société. Personnellement, je vais m'interroger longtemps encore sur ce que nous avons été capables de faire et de laisser faire.
au même titre d'ailleurs que les questions que je me pose depuis toujours sur certaines tranches de notre histoire. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 43 ans et je suis, on va dire, chef d'entreprise, d'une petite entreprise, toute petite entreprise, et je suis française, mais j'habite à Bruxelles. Et donc, le pass vaccinal, je suis vaccinée, donc j'ai même eu la 3e dose. Le pass vaccinal, je trouve que c'est désagréable et c'est excessif, clairement. Alors, nous, en Belgique, on n'a pas ce pass vaccinal et un QR code suffit. Alors moi, je suis plutôt de nature optimiste et à pas trop me poser de questions. Donc, j'avoue que j'ai l'impression d'avoir presque une vie normale, à part quelques annulations de temps en temps pour cause de Covid familial. Mais dans l'ensemble, je reste très optimiste dans le sens où je pense que ça va bientôt s'arrêter. Enfin, en tout cas, ça ne s'arrêtera pas, mais ça va devenir bénin, comme une grippe. Et qu'il est temps qu'on reprenne une vie normale. Et je pense qu'il y a certains pays qui l'ont déjà compris. Et la France et la Belgique vont suivre. Voilà, donc je n'ai pas d'inquiétude énorme. Je suis plutôt confiante. Mais je comprends aussi les gens pour qui ce pass vaccinal peut être vraiment une source d'angoisse et touche de trop près leur vie professionnelle notamment ou autre, et les contraint. Voilà. Et je pense qu'il est temps de lever ça parce que ça n'a vraiment plus lieu d'être. Voilà, donc restons confiants et optimistes dans l'avenir. Merci. Bonjour, je m'appelle Peter, j'ai 55 ans, je suis musicien et journaliste non vacciné. Depuis janvier 2020, le monde a changé de façon incroyable et avant tout à une vitesse absolument fulgurante, c'est difficile même à comprendre. Personnellement, je savais dès le départ que quelque chose ne tournait pas rond. Je suis d'origine chinoise du côté de ma mère. Et je suivais des sources en anglais, mais près de l'opposition chinoise en exil, qui ont parlé très tôt de ces fameuses recherches gain de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse parce que mon père il est chercheur en maladies infectieuses. Et puisque je suis intéressé à tout ça, j'étais jamais convaincu par cette histoire ridicule du pangolin. J'avais pas ailleurs vu très tôt la menace d'une dérive totalitaire dans la gestion de la pandémie. Et cela pour diverses raisons qui sont un peu plus trop compliquées à explorer ici. Mais entre autres, parce que mon épouse, qui est polonaise, disait voir exactement les mêmes comportements et stratégies de communication gouvernementale qu'elle avait connues lors du communisme. Je ne suis pas anti-vax et je serais même prêt, dans le cas où, dans le besoin, prêt à prendre un vaccin si c'était vraiment sûr et efficace. Mais au printemps 2021, on m'a chargé d'enquêter sur les effets adverses des vaccins et j'étais vraiment sidéré par ce que j'ai lu dans les bases de données dans plusieurs pays et avant tout par le fait que personne n'en parlait, tout comme par la suppression évidente et totalement illégitime des traitements précoces contre le Covid. Et ça, c'est peut-être, à mon avis, ça c'est le plus grave. Parce que cette suppression des traitements, à mon avis, ça a coûté la vie à d'innombrables personnes à travers le monde. C'est vraiment c'est le scandale des scandales. Hein. Alors, arrive le 12 juillet en France et tout bascule. Mais à vrai dire, pour moi, c'était le 9 juillet. Parce que j'étais au marché, j'étais en train de faire le marché local et j'ai croisé un ami très bon musicien qui, de manière complètement spontanée et ne connaissant pas mon statut vaccinal, m'a balancé. Il avait dit, bon, les non-vaccinés, ça c'est insupportable. Ah bon? Pour moi, c'était l'électrochoc. C'était le signe que quelque chose se préparait. Hein. Et depuis, une sorte de marche inéluctable dans les événements, au moins en France. Bon, d'abord les non-débats dans le Parlement, puis la capitulation des conseils d'État constitutionnels, et puis l'impression que les verrous démocratiques sautent les uns après les autres. Bon, ensuite, il y a la persécution des scientifiques dissidents par des médias contrôlés par la fameuse Trusted News Initiative.
Malheureusement, la BBC, je suis britannique, mais là, j'ai vraiment honte de ça. Bon, puis les efforts flagrants des autorités pour monter les gens les uns contre les autres, etc., etc. Bon, et cela n'a pas été beau à voir. Par contre, il y a aussi eu des signes d'espoir. J'ai vu des personnes de toutes sortes d'options politiques, religieuses, philosophiques, des gens très différents qui, au nom de la justice et par compassion pour les victimes de cette, je parlerai ça, une pseudo-vaccination, ont refusé de jouer le jeu du pass de la honte. Des gens qui n'ont pas été séduits par les petits privilèges offerts par le gouvernement, ni intimidés par ces menaces. Des gens qui ont développé de nouvelles formes de solidarité en continuant de voir les autres comme des personnes, au-delà du clivage artificiel et nocif entre guillemets, vaccinés et non vaccinés. J'ai vu des gens qui, sans aucune formation médicale, mais avec une grande passion pour la vérité, comme le meilleur des armes contre la propagande, se sont éduqués sur le Covid au point de pouvoir lire les vrais papiers scientifiques et d'être mieux informés que beaucoup de médecins. Oui, c'est vrai que certaines amitiés n'ont pas survécu. On était choqués non seulement par l'hostilité, mais peut-être même plus par l'indifférence généralisée. Mais de nouvelles amitiés se sont créées, et cette fois autour de vraies valeurs. Et les sources d'inspiration n'ont pas manqué, que ce soit les Guadeloupéens qui ont créé Fono Debout, ou les dockers de Trieste, les truckers canadiens, ou les scientifiques et médecins qui ont osé contester la doxa en disant la vérité et en soignant les malades par fidélité à leur serment d'Hippocrate. Je suis assez réaliste pour penser que l'avenir proche risque d'être extrêmement difficile à beaucoup de niveaux. Mais je suis assez optimiste pour croire que la vérité et l'amour triompheront sur le mensonge et la haine, même s'il va falloir être patient. Merci. Ce podcast vous a été présenté par le comptoir des dissonances.